Du coup, bienvenue à tous pour ce BBL Jet Dev du mois de février. Du coup, avant de commencer, petite annonce, donc les BBL qui avaient lieu avant le deuxième jeudi du mois vont désormais lieu le deuxième mardi du mois, pour des raisons d'organisation. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de Hype Driven Development, les bons côtés, les côtés moins bons. Alors à la base, je voulais faire un talk sur un framework spécifique, et puis j'ai réécrit mon app dans un autre framework, et puis j'ai réécrit mon app dans un autre framework, et au bout de la quatrième fois, je me suis dit, en fait, je suis en train d'être une grosse victime de la hype, parce que j'arrête pas de réécrire un truc qui ont l'air cool. Du coup, je me suis dit, autant faire un talk sur la hype en elle-même. Ne vous inquiétez pas, on va parler de plein de frameworks juste après. Du coup, nous, dans notre métier, quand on fait de l'informatique, et qu'en plus ça nous passionne, on a tendance à être assez exposé à la hype, que ça soit en allant dans des conférences, par exemple des fests, où on a plein de gens qui nous montrent des nouvelles technos, des nouvelles façons d'architecturer son projet. Ça peut être en allant à des talks, comme le BBL de ce midi, mais parfois des meet-up, où on a un speaker incroyable comme Rémi qui va nous présenter une techno donnée et qui va nous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Et donc ça va nous donner envie d'utiliser cette techno dans nos projets à nous. La hype, parfois, comme moi, on fait beaucoup de veille techno sur YouTube, notre homepage, elle est blindée de vignettes de YouTubers tech qui vous présentent, regardez, cette nouvelle DB, elle est incroyable, comparaison de runtime, lequel allez-vous choisir? Donc, même quand on n'a pas envie de faire de la veille techno, on peut se retrouver avec de la hype sur des technos dans nos médias à nous. Et enfin, quand on est sur X, Twitter, ou LinkedIn, parfois, on a un lien vers un article de blog qui vous dit, regardez, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec Firebase en 1 heure, par exemple. Donc, et parfois, en fait, la hype, ça vient tout simplement d'un collègue qui peut être un peu relou avec une techno ou l'autre, et qui va tout le temps vous en parler. Vous allez vous dire, peut-être au bout d'un moment, je vais craquer, et je vais essayer. C'est incroyable au passage. Du coup, la hype, ça a quand même des bons côtés, la hype. Déjà, ça va accélérer l'innovation. Le fait qu'il y ait de l'engouement autour d'une techno, ça va pousser les gens à créer des nouvelles technos, à être plus créatifs et à trouver des nouvelles façons de développer, d'architecturer son projet. Ça peut être un avantage concurrentiel, en fait. Parce que si on arrive à anticiper la hype qu'il va y avoir sur telle ou telle techno, par exemple, je sais pas, il y a une hype sur les microservices il y a eu pas si longtemps, le fait d'être en avance de phase, de commencer à se professionnaliser sur les microservices, quand nos clients vont avoir envie, justement, de mettre en place ce genre d'architecture, on sera déjà au fait. Ce qui sera peut-être pas le cas de nos concurrents. Ça permet aussi d'attirer et de retenir des talents. Forcément, le Java, c'est cool. Perso, je kiffe le Java, le Spring Boot aussi. Mais quand on a une boîte qui fait plein de nouvelles technos, qui teste des choses, ça attire des talents, ça donne envie aux talents de venir participer. C'est un moyen fort aussi de créer des communautés. Donc une techno qui est en pleine hype, en pleine montée médiatique, souvent ça va attirer des gens qui vont venir, si la techno est open source, qui vont venir sur le repo, qui vont vouloir participer, collaborer au projet, et qui vont surtout l'utiliser, donc trouver des choses. Ça contribue à l'apprentissage et à l'adaptabilité. Si vous êtes en mode, moi je suis la hype, je vois un truc, je le teste, vous allez commencer à apprendre pas mal de choses, ça va participer à votre formation continue. Et le fait de faire ça tout le temps, ça va vous apprendre à vous adapter à des nouvelles technos, à savoir vous approprier ces technos plus rapidement. Et ensuite, pour la techno elle-même, le fait qu'il y ait de la hype autour de son projet, ça permet d'accéder à des financements et des partenariats. J'y reviendrai plus tard, mais il y a certains frameworks, ça marche bien, c'est pris par des gros clients, du coup les gros clients se mettent à sponsoriser la techno. Donc on voit qu'il y a beaucoup de bons côtés à la hype. Mais il y a aussi le côté obscur de la hype. Cette petite voix qui vous dit, quand vous êtes sur une appli un peu legacy, qui vous dit « Hey, tu migrerais pas ton projet en production avec 50 000 utilisateurs sur cette nouvelle techno trop cool qui a 3 étoiles sur GitHub ?» Eh bien, ce truc-là, c'est vraiment le côté obscur de la hype. Et du coup, Yoda il disait que la peur mène à la colère, que la colère mène à la haine, et que la haine mène à la souffrance. Et bien, le côté obscur, c'est un petit peu pareil côté hype. On part de la hype, on se retrouve à faire des choix précipités, qui nous amènent à utiliser des technos qui ne sont pas adaptés à notre besoin, ou des technos voire qui ne sont pas matures du tout, pour partir en prod, et on se retrouve avec des échecs et des retards coûteux sur notre projet. La souffrance. Partons de la chose vraiment qui pose problème ici, c'est le fait de faire des choix précipités. Comment est-ce qu'on peut se retrouver à faire des choix précipités? Là, pas mal de choses possibles. Déjà, il y a l'effet bandwagon, l'effet de mode, le FOMO, comme disent la Gen Z. L'idée, c'est quoi? C'est, je vois tout le monde qui fait ça, du coup, je vais faire pareil. Combien d'entre nous ici n'ont pas eu une architecture en microservices sur leur projet, alors que ça sert à rien, parce qu'un vieux monolithe de 2000 lignes aurait suffi. En plus, ça a causé plein de problèmes. Il y a le manque d'évaluation des besoins. Souvent, on choisit une techno par affect, pour une techno donnée, ou parce que les gens autour de nous nous parlent beaucoup de ces technos. On pense pas vraiment à
se poser, écrire tous les requirements fonctionnels et non fonctionnels de notre projet. Enfin, il y a la partie média, c'est les gens qui vous proposent une techno, qui vous la vendent, peuvent vous faire des promesses exagérées. C'est souvent le cas. Un framework qui sort, il va faire monts et merveilles, c'est le meilleur framework du monde, il va couvrir tous vos besoins, c'est le plus performant, c'est le plus fiable. Et couplé à ça, souvent, on a des informations incomplètes. Je vais vous parler d'un framework plus tard. Quand il est sorti, il y avait quasiment 0 doc. Donc tout marchait bien, chance pour eux, mais il y avait 0 doc. Donc on est bloqué sur un truc, mais on se retrouve à galérer à comprendre comment ça marche. Le manque d'informations aussi impacte le choix qu'on va faire sur une techno. Si j'ai pas toutes les informations, je suis pas capable de savoir que la techno va couvrir tous les besoins de mon projet. Donc il y a quand même des choix, des trucs négatifs avec la hype. Il faut faire attention. Heureusement, on a quelques outils pour la canaliser, cette hype. Il y en a plein d'autres, mais je vais vous en donner ceux que je préfère et ceux que je mets en place moi-même. Bon, déjà, il y a le fait que la veille techno, la formation continue, c'est un truc qui se travaille. En gros, au plus vous allez faire de la veille techno, au plus vous allez tester des choses, au plus vous allez apprendre à reconnaître les choses qui sont pas ouf, les choses auxquelles il faut faire attention, et vous allez vous faire une base de connaissances. Et cette base de connaissances, elle va vous permettre de faire des choix vraiment basés, du coup, dessus, sur vos connaissances à vous, et pas juste sur la hype, ce framework qui monte. On va se dire, ok, ce framework, je vais regarder quand il fonctionne, je reconnais des petits bouts de composants que j'ai déjà vus ailleurs, dans ma base de connaissances, je sais si c'est une bonne chose ou pas. Si vous êtes sur un projet agile, un projet en production, pour un client, pour un projet assez costaud, il y a les spikes. Les spikes, en gros, c'est quoi? C'est je prends un temps pendant mon sprint ou entre deux sprints. C'est un temps qui est plutôt court, 2 semaines max, après ça dépend du projet. Donc c'est vraiment time-boxé, où vous allez vraiment faire des POC sur la techno. Vous allez la pousser à fond. Donc vous allez vous donner des petits critères d'acceptance. Moi, j'ai envie de tester telle techno pendant 2 semaines. Je vais à fond, mon objectif c'est de réussir à faire ça. Vous allez documenter tout le process, c'est super important. Et à la fin, vous allez le partager avec les gens de votre équipe, pour en discuter, mais aussi potentiellement avec d'autres équipes. Parce que les autres équipes, elles vont peut-être avoir envie d'utiliser la techno que vous venez d'essayer, et elles vont pas avoir les mêmes contraintes que vous. Donc peut-être dans toute la documentation que vous allez écrire, elles vont retrouver des choses où elles vont se dire, ok, eux ils l'ont pas pris parce que ça, moi j'ai pas ce problème, donc je peux prendre la techno. Ça va se rapprocher à un truc dont je vais vous parler après, qui est un outil ultra puissant. Mais avant ça, il y a aussi les technologies radar. Technologies radar, en gros, il y a des gens qui font un peu le taf pour vous d'aller voir c'est quoi les technos, est-ce qu'il faut y aller ou pas. Il y a 2 principaux dont je vais vous parler. Donc il y a déjà Gartner qui mappe ça sur son cycle de la hype. En gros, c'est à peu près le même pattern pour toutes les technos. Il y a un lancement où du coup ça monte à fond niveau attente. Donc on se retrouve à ce qu'ils appellent le sommet des attentes surdimensionnées. C'est vraiment en mode on vous a vendu monts et merveilles. Puis les gens vont se rendre compte en fait la techno elle répond pas forcément à tout ce qu'on nous a promis. Et on tombe dans le creux des désillusions. C'est très poétique tout ça. On va se rendre compte que en fait la techno elle est pas magique, elle fait pas le café. Et puis par contre on va se rendre compte que la techno, dans certains cas d'utilisation, pour certaines choses, ou couplée à d'autres technos, elle est quand même utile. On va faire une certaine pente de consolidation qui va nous mener vers le plateau de la productivité, où on sait que cette techno, elle marche très bien pour ça, elle marche pas pour ça, mais je peux être très productif dans ces choses-là. Ça c'est le premier. Et ensuite, vous avez celui de Softworks, qui vous mappe les techniques, outils, plateformes et langages /framework dans 4 niveaux à chaque fois. En gros, hold, touchez pas pour l'instant. Assess, vous pouvez l'envisager. Trial, essayez-le. Et enfin, adopt, allez-y, vous pouvez y aller, c'est safe. Et en fait, ce mapping, il se fait dans le temps, chaque fois des nouvelles technos qui apparaissent dans le radar. Donc, par exemple, là, en langage, je pense que c'est Playwright qui est en adoption, parce que ça commence à être utilisé partout par beaucoup de gros clients, on va dire. Et du coup, moi, je vais parler de mon outil préféré, c'est les ADR, les Architecture Design Records. En gros, ça, c'est vraiment un truc que moi, je vous conseille de mettre en place sur tous vos projets, ou si vous n'avez pas la possibilité de le faire de vous-même, en parler à votre tech lead ou votre architecte. Vous voyez, c'est quoi? Vous allez faire un document qui est très court, et vous allez documenter tous les choix d'architecture ou de techno qui sont faits lors du développement de votre projet. Donc, le but, c'est d'avoir, après, un enregistrement clair de toutes les décisions prises, une après l'autre. On va vraiment mettre dans chaque document le contexte, donc pourquoi est-ce qu'on a dû prendre une décision, toutes les alternatives qu'on a considérées, et le plus important, c'est les raisons qui nous ont poussé à prendre le choix final qu'on a fait. Et ensuite, on va mettre tous les impacts qu'on peut avoir. C'est simple, c'est juste un titre. Est-ce que je mets TypeScript ou pas sur mon projet? Un contexte. Projet devient grand, on commence à avoir du mal, on a des problèmes d'undefined de par-ci par-là dans le front. Décision. Là, on va mettre toutes les options. J'ai testé JSDoc, j'ai testé TypeScript, j'ai testé JS tout court, j'ai testé TSDoc.
on va mettre tout son cheminement qui nous a amené à choisir la bonne solution. On va le partager avec tout le monde. On va avoir une discussion avec les gens de notre équipe ou toutes les parties prenantes, du moins, pour justifier pourquoi on part sur telle option. Et après, on va lister les conséquences de ce choix. Donc ça, c'est bien parce que ça a beaucoup d'avantages. Déjà, le fait de devoir mettre toutes les alternatives possibles, ça vous oblige à avoir une réflexion qui est objective. Ok, je vais vraiment regarder. Moi, j'adore TypeScript. Pourtant, j'ai mis JSDoc. Je vais quand même prendre le temps de regarder. Souvent, ça permet aussi de se remettre en question sur certains choix de techno, de se dire, en fait, c'est pas si mal ce truc-là, ou ça, c'est pas vraiment la solution qui fait tout. En termes de communication, c'est royal, parce que la personne qui arrive sur un projet, elle a juste à regarder les ADR, les uns après les autres, elle sait pourquoi le projet est dans l'état qu'il est aujourd'hui. Si la personne, elle dit, ah, mais vous n'avez pas envisagé ça, elle peut rechallenger un ADR en amenant une nouvelle solution, et on repasse dans le process. Et du coup, voilà. Donc, un peu comme j'ai dit, ça permet de revenir facilement sur toutes les décisions qui ont été prises. Du coup, je me suis pas présenté, mais moi, c'est William Emmans. Je suis directeur technique chez JetDev. Mes deux, on va dire, sujets passion du moment, c'est le DevSecOps et le software design. Et un de mes rôles principaux chez JetDev en ce moment, c'est de faire passer les entretiens techniques des candidats qui veulent nous rejoindre. Et donc, pour ce faire, j'ai décidé d'écrire une petite application qui s'appelle Jet Tech Test, pas facile à prononcer, qui m'accompagne lors de l'entretien. Donc, tout simplement, ça me permet de sortir des sujets de conversation à avoir, des exercices, des bouts de code à faire débugger aux candidats, ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, c'est une super opportunité pour apprendre des nouvelles technos, tester des choses. Moi, quand je veux apprendre de nouvelles technos, j'essaye de le faire dans un temps qui est timeboxé. Donc, par exemple, si je veux apprendre le Rust, je le découvre pendant l'Advent of Code, parce que je sais que pendant 30 jours, je vais utiliser la techno. Si à la fin, je suis pas convaincu, tant pis. J'aurais quand même mis 30 jours dans la techno, donc je me serais fait un bon avis. Si j'aime bien, je continue sur des petits projets à part. Donc là, je me suis mis quelques petites règles dans ma démarche. J'ai dit que j'allais faire des spikes de 2 semaines. Pendant 2 semaines, en gros, je teste un framework. Si je vois que ça marche pas, tant pis, je jette, je passe au suivant. Une des règles que j'avais, c'était le langage doit être maîtrisé. Donc je pars vraiment sur un langage connu, parce qu'apprendre un nouveau langage en plus d'une nouvelle techno, déjà, ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Mais en plus, le fait d'avoir un langage commun, ça me permet de comparer à des solutions que je connais déjà. Par exemple, moi, je fais du Vue. Vous allez voir que j'ai testé d'autres librairies UI front. Ça me permet de comparer par rapport à ce que je connais, savoir si c'est mieux ou pas. Et j'ai mis un gros plus sur le fait que les technos que je teste sont utilisés par des gros clients. Gros clients, je veux dire par exemple une boîte comme Google, enfin vraiment des grosses entités qui ont éprouvé la techno. Et aussi, ça montre moi que je suis en train de me former sur quelque chose qui va être utile sur le marché. Donc voilà. Du coup, ma première stack, c'est celle-ci. Donc je suis parti sur un truc en mode full. Ah, j'ai laissé des petits placeholders, c'est pas grave. Faites pas attention à la colonne de droite. Du coup, je suis parti sur du Astro, parce que j'en avais discuté avec Baptiste, là, chez JetDev, et Baptiste m'a dit, c'est vachement cool, l'Astro. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Je n'ai pas regardé plus loin que ça. J'ai mis du Nest.js, parce que je connaissais déjà, et je voulais tout faire en TypeScript, qui est fourni avec TypeORM par défaut, une Postgre, parce que c'est la base confort, et du Node.js pour faire tout ça, parce que c'est la stack classique. Donc la nouveauté pour moi là-dessus, c'est Astro, et donc je vais vous parler un petit peu d'Astro, parce que c'est à mon tour un peu de vous vendre de la hype. Ce bébel devait être un bébel Astro à la base. Du coup, Astro, vous allez voir, c'est très simple. C'est un framework qui est content-driven, qui est UI agnostique, qui permet de faire du SSG grâce au SSR et de rendre tout ça interactif avec des islands d'architecture. Tout simple. Je vais vous démystifier ça un petit peu parce que vu comme ça, c'est un peu brut de fonderie. En gros, Astro, c'est content-driven. Donc, ils ont un concept de content collection, de collection de contenu en français. Vous allez pouvoir définir tout votre contenu en Markdown, donc simplement. Par exemple, vous faites un site e-commerce, vous voulez mettre votre page produit, vous tapez juste du Markdown. Vous avez un blog, une newsletter, vous mettez ça en forme dans du Markdown. Grâce à la magie du TypeScript, on va pouvoir typer automatiquement le contenu que vous avez mis et on va pouvoir mettre ça en forme dans une page web. On va vous générer du contenu statique. Vous allez avoir votre belle page qui va bien. Donc là, c'est bien, mais pour moi, pour mon use case, ça correspond pas du tout à ce que je veux faire. Du coup, je regarde et je vois qu'ils sont aussi UI agnostiques. Donc, on fonctionne avec une architecture composant, et ces composants, ce qui est bien avec Astro, c'est que je peux les écrire dans le framework que je veux, ou du moins dans les frameworks qui sont proposés. Donc React, Vue, Preact, Svelte, Lit, vous avez là toute la liste.
Et ben, l'idée, c'est grâce au SSR, donc le rendu côté serveur, il va me générer mon composant côté serveur et il va m'afficher le HTML, CSS qui va bien dans ma page web. Donc, je vais avoir un petit composant qui va s'afficher. Ça, c'est super cool. Donc, j'ai des performances de fou parce que j'envoie pas tout le framework, j'envoie pas tout le JavaScript côté client. Donc là, c'est bien, mais moi, je fais une application qui a besoin d'interactivité. Donc, c'est pas trop adapté parce que là, on est sur du statique avec du routing côté serveur. Et du coup, ben, Astro met à notre disposition des directives. Ces directives, elles sont toutes simples. C'est sur mon composant, je mets juste client load. Ça veut dire, OK, bah, ce composant-là, tu me le charges côté client quand tu charges la page. Et donc, le composant va devenir interactif. On a aussi d'autres variations, comme idle. Dès que tu as chargé la majorité de la page et que la page elle est, on va dire, en attente, tu peux me charger tous les composants, rendre interactifs tous les composants un peu secondaires, qui ne sont pas nécessaires forcément à la navigation. Et enfin, on peut même lui dire, tant que ce composant-là, la personne ne va pas scroller jusque-là dans la page où il n'est pas visible, tu me le rends pas interactif. Du coup, le temps de chargement, il est optimal. Donc, grâce à ça, donc aux directives clients, on va pouvoir avoir des petites îles, d'où le nom Island d'architecture, dans notre page qui sont interactifs. Et donc, Astro est capable de me dire, bon, cette partie, elle est statique, je te la génère avec juste le HTML, CSS. Là, je te charge les composants quand j'en ai besoin. Donc, on peut le voir, c'est que c'est ultra puissant. Et ça a beaucoup d'avantages. C'est ce qui m'a... Quand j'ai appris le framework, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que, déjà, selon le composant que je veux, je choisis le framework le plus adapté. Donc, ça peut être une bonne approche. Je peux aussi apprendre un nouveau framework sans refaire un nouveau projet. Si par exemple, j'ai fait mon en-tête en vue et que je veux, apprendre Svelte, mon carousel d'image, je le fais en Svelte, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Ça permet de collaborer aussi sur un même projet avec plein de personnes qui travaillent sur des frameworks différents, parce que chacun travaille sur son composant. Et aussi, ça permet potentiellement de convertir son site d'un framework vers l'autre, en y allant composant par composant. Donc voilà, c'est plein d'approches que Astro nous permet d'avoir. Du coup, je dirais une première leçon de ce truc-là, c'est bien analyser le besoin qu'on a avant de partir sur une techno. Mon app, moi, elle n'est pas vraiment content-driven. C'est plutôt une app avec beaucoup d'interactivité. Et surtout, moi, j'ai beaucoup de state entre les pages. Astro est pas trop adapté à ça. C'est pas vraiment le corps même du framework. De base, il était même déconseillé quand on faisait vraiment une pure web app, style un Figma ou un Miro. Parce que c'est pas le propos. Et du coup, je suis tombé sur le cas du framework non adapté. Et je me suis dit, ma spike est terminée de 2 semaines, j'ai appris plein de choses sur Astro, j'ai bien kiffé. Maintenant, il faut que je trouve un autre framework. Et du coup, quand on cherche un framework front, on a l'impression d'être sur un petit radeau dans un océan de techno. Et en plus, je pense que depuis que j'ai commencé ce talk, il y a 2 nouveaux frameworks qui sont sortis, vu le rythme effréné auquel ils sortent. Et du coup, je suis parti à la recherche d'un framework. Donc là, je vous propose un petit jeu. Je vais afficher les logos des frameworks. J'en ai listé quelques-uns, ceux que j'ai considérés. Si vous avez le nom du framework, allez-y. Le premier, est-ce que quelqu'un sait? jQuery. Incroyable, jQuery. D'ailleurs, jQuery, c'est pas hype, mais il y a quelques jours, il y a la version 4 qui vient de sortir en bêta. Comme quoi, le projet continue d'évoluer. Et c'est vachement intéressant. Celui-là, il est facile, c'est marqué dessus, c'est Ember. Celui-ci. Backbone. Voilà, bravo, Backbone. Ensuite, il y a moins de monde, c'est Lit Element. Donc on est plus dans les web components. Celui-ci, est-ce qu'il va vous parler? Celui-là, il est obscur. Ça, c'est Stencil. Pareil, c'est pour faire du web components. Ça, tout le monde connaît. Angular, React, forcément. Non. C'est Preact. C'est une version super légère de React. Ça, c'est vu. Et celui-ci, Next. Donc ça, Next, en gros, c'est un méta-framework, je vais vous en parler juste après, de React. On va voir son cousin Nuxt, qui est du coup le méta-framework de Vue. Celui-ci. Ça, c'est Remix, un autre méta-framework sur React. Celui-là, Gatsby, encore un méta-framework sur React. Celui-ci, Solid, ouais, qui nous a apporté les signals. Celui-là, qui est trop bien. Quick, bien vu. Celui-là. Ça, c'est Alpine. C'est vraiment un jQuery, mais un peu plus moderne. Astro, je vous en ai parlé. Et du coup, ça, c'est à peu près tout ce que j'ai considéré. Donc, j'ai vraiment regardé tout ça. Je me suis fait des micro ADR. Bon, j'avoue que les plus anciens, j'ai pas trop regardé, ça m'a hypé moins. Je suis tombé sur Svelte, forcément, celui qui est pas dans la liste.
pour plein de raisons que je vais vous expliquer. Du coup, ma stack à ce moment-là, elle ressemble à ça. Donc, c'est juste remplacer Astro par Svelte. Et du coup, je vous propose d'aller voir un petit peu Svelte, ce qu'il en est. Donc Svelte, on le doit à un mec qui s'appelle Rich Harris. Et en gros, il a créé un premier framework qui s'appelait Reactive, qui ressemblait un petit peu à un mix entre Knockout.js, que j'ai pas mis dans la liste, et Angular. Et un jour, il a eu une discussion avec un mec qui lui a un peu parlé du principe de compilateur, du fait de transpiler du code dans un autre langage. Et il s'est dit, c'est quand même abusé ce qu'on fait, c'est que quand on fait des apps front en JS, on balance tout le code JavaScript au client et c'est à lui de faire tout le taf. Et donc, en se disant ça avec le gars qui travaillait sur les compilateurs, il s'est dit, bah, moi, je vais essayer de faire un maximum de taf au niveau build time pour qu'au niveau du runtime, on ait un minimum de choses à faire côté client. Donc, gagner en performance et surtout en performance. Donc, Svelte, avant tout, c'est un compilateur qu'il a rajouté à son framework Reactive. Et donc, on reviendra sur le principe après. L'idée, c'est que ça soit un maximum compact, à la fois dans la syntaxe, donc on doit écrire, ça doit être élégant la façon dont on écrit des composants, mais en plus, Svelte, ça va nous créer des petits bundles JS les plus petits possibles pour qu'on ait le moins de choses à télécharger et que ça tourne le plus rapidement possible. D'où le nom Svelte du framework. Ça doit être complet, parce que lui, il s'est dit, j'en ai marre de prendre un framework et qu'en fait, dès que je veux faire un truc, genre gérer un state ou faire des animations, je suis obligé d'aller parcourir tous les packages NPM pour essayer de trouver un truc qui va me plaire et qui va fonctionner avec. Donc il voulait un package vraiment complet pour faire des composants. Et du coup, chose très importante pour moi dans le choix du framework, c'est que un framework qui est open source et géré par des gens, c'est bien. Mais s'il n'est pas backé par une société derrière, prenons par exemple Angular, on a une grosse boîte derrière, React aussi, on peut se dire, peut-être le projet, un jour, le gars, il va arrêter, mon projet, il va juste plus être maintenu, etc. Donc là, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai commencé à tester, on n'était pas très loin de l'annonce où Vercel, qui est une grosse boîte qui fait plein de choses, de l'hébergement, Next.js, etc., ils ont embauché Rich Harris pour qu'il puisse bosser vraiment full-time sur Svelte. On est à peu près sûr que le framework va continuer à évoluer. Et la communauté qui travaille autour du framework est quand même assez importante. Je me suis dit que c'était plutôt un safe bet. Je vais vous montrer un petit peu de syntaxe. Donc là, désolé pour les baqueux dans la salle. En gros, c'est compact et c'est réactivité en premier plan. Donc en gros, c'est quoi un composant avec Svelte? C'est très simple. C'est une balise script. Dedans, je mets tout ce qui va être ma logique. Ensuite, je tape tout mon HTML. Et si j'ai du style, je mets juste une balise style en dessous. Je tape mon style dedans, il va être automatiquement scopé. Donc, je vais pas vous montrer trop de syntaxe, parce que là, il y a Svelte 5 qui va sortir bientôt, qui va changer pas mal de choses. Mais grosso modo, là, juste pour avoir un truc réactif, j'ai juste fait un letCount égale 0. Et j'ai une fonction qui l'incrémente, ce count. Et en bas, j'ai un bouton qui, quand je clique dessus, appelle la fonction d'incrément. Et j'ai pas besoin d'utiliser un useState ou d'autres choses comme ça. Juste le fait d'avoir déclaré mon letCount égale 0, c'est réactif. Le compilateur va le regarder, il va voir que ça peut changer dans tel ou tel cas, et ça va fonctionner. Si je veux faire un truc qui ressemble un peu à des computed en Vue.js, pour ceux qui connaissent, je fais un $, nom d'une variable, je mets un égal, et tout ce qui sera à droite automatiquement, ça va être watché par Svelte, et du coup, si mon count change, il va automatiquement calculer le double à chaque fois. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, après, je peux juste tout afficher dans mon template avec des crochets. La syntaxe est relativement simple à prendre en main. On peut très vite commencer à builder des composants avec Svelte. La syntaxe vraiment particulière, il y en a un petit peu. On va pouvoir utiliser des blocs de logique, ils appellent ça. Si je veux faire un if, en fait, je mets crochet hashtag if, je mets ma condition. Après, je peux utiliser crochet 2 points pour mettre des else if et des else. Quand je veux fermer un bloc, c'est juste crochet un slash. Pareil pour le each. Donc, en gros, la syntaxe, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, mais il y a des petites choses un peu particulières qui sortent de l'ordinaire qu'on trouve pas dans un autre framework. Et du coup, Svelte, c'est ultra complet parce que de base, vous avez le style qui est scopé, c'est pratique. Vous avez du state management, donc il y a des stores directement fournis, pas besoin d'installer un Pinia ou une autre librairie de store. C'est directement fourni avec et il y a énormément d'options et c'est très facile à utiliser. Si comme moi, vous aimez un petit peu mettre des animations dans tous les sens dans vos pages web, toute la partie motion primitive est dedans. En gros, si vous voulez faire une transition, quand je rajoute un élément dans une liste, qu'elle glisse, que quand je passe d'une page à l'autre, l'animation, on a un fade in, fade out. Tout ça, c'est compris dans le framework et c'est juste des directives à mettre sur des balises HTML. C'est super facile à utiliser.
Vous avez toute la partie form bindings, donc, pour faire un form, que ça automatiquement, ça vous met toutes les valeurs dans un objet qui va bien. Et il y a le support de TypeScript qui, à mon goût, est pas 100% parfait, mais qui a le mérite d'être là et d'être vraiment bien pris en compte par les développeurs du framework. Voilà. Donc c'est important pour Rich Harris que Svelte utilise TypeScript. Eux-mêmes ne l'utilisent pas parce que pour développer un framework en TypeScript, ça peut être compliqué parce qu'on ne sait pas la nature de tous les objets qu'on va avoir dans notre framework, que les clients vont nous utiliser quand ils vont utiliser le framework. Mais l'effort de supporter TypeScript à 100% est fait. Et surtout, moi, ce qui m'a plu avec Svelte, et c'est ce que j'ai fait avant de choisir, c'est qu'il y a un super learn.svelte.dev. En gros, vous avez des petits exercices avec tous les sujets possibles, que ça soit basique ou avancé sur Svelte. Vous avez chaque fois des petits exercices avec des explications. Vous le faites directement dans le petit IDE à droite et vous avez un rendu temps réel en dessous de ce que vous avez fait. Donc c'est super bien pour essayer le framework et pour apprendre parce que c'est très exhaustif tout ce qu'on va y retrouver. Moi j'avais fait tout le cours basique, partie du cours avancé avant de faire ma décision. Et du coup, ça rejoint la deuxième leçon que j'ai eue, c'est prendre le temps de lire la doc en avance de phase, de regarder des exemples aussi et du code dans des applis qui sont potentiellement déjà en production. Du coup, ça m'a permis de valider que Svelte était bien adapté à mon besoin, parce que toutes les features, tous les trucs techniques que j'avais besoin pour faire le projet comme je le voulais étaient présents dans ce cours. J'ai pu directement appliquer les bonnes pratiques de Svelte, parce qu'Astro, au début, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je codais, je mets un point contre l'espace et je regarde un peu ce qui est possible. Là, vraiment, j'avais déjà une bonne idée de comment fonctionnait le framework avant de commencer. Donc, j'ai perdu moins de temps. Donc, comme j'ai dit, j'ai testé les applications en production, donc j'ai vu que ça marchait bien. Du coup, je suis bien tombé sur une techno mature qui correspond aux besoins. Et ensuite, leçon 3, c'est que c'est la préparation au changement. Parce qu'en gros, ce que j'avais fait, c'est que tout mon code métier, je l'avais isolé déjà dans du code TypeScript. Donc juste du TypeScript avec un minimum d'interaction avec le framework Astro. Donc quand j'ai migré d'Astro vers Svelte, en fait, j'ai quasiment fait que copier-coller mon code à des endroits différents. J'ai pu garder beaucoup de choses et la migration s'est fait très vite. Après, mon application n'était pas énorme non plus. Du coup, c'est important de toujours être prêt à pivoter sur une autre techno ou de s'adapter parce que à tout moment, la techno que vous utilisez, elle peut arriver en fin de vie ou il peut y avoir d'autres soucis, il y a besoin de migrer. Donc, isoler son code métier, c'est important. Du coup, je suis sur la deuxième version de ma stack. Ça se passe plutôt bien, mais je me sens plus trop hypé. J'ai plus l'impression d'apprendre des trucs parce que j'ai déjà mis Svelte en place, etc. Du coup, je me suis dit, je vais mettre Prisma au lieu de TypeORM. Je vais pas m'étendre sur Prisma pour les raisons de longueur du talk, mais j'ai pas trop passé un bon moment avec le framework. Je l'ai mis parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens qui m'ont dit Prisma c'est trop bien, Prisma tu devrais l'essayer, moi je l'utilise chez le client, c'est trop bien. J'ai mis en place, j'ai pas accroché personnellement, mais voilà. Je vais pas trop en parler. Et du coup, on continue un petit peu mon périple et je me suis dit ma stack elle était un petit peu complexe par rapport à ce que j'avais besoin. En fait, j'ai continué les cours sur learn.svelte.dev. En fait, les cours, à un moment, ils passent sur SvelteKit. Et SvelteKit, c'est le méta framework autour de Svelte. Et ce méta framework, il couvre aussi la partie back-end. Et pour mon utilisation, je m'étais rendu compte que moi, en fait, j'ai le mauvais réflexe des personnes qui font une app avec un front et un back. C'est que dans le back, ils font des API, des bêtes CRUD, comme si leur back allait être utilisé comme une API par un milliard d'applications. En fait, non. Mon back était juste là pour servir mon application. Donc, en gros, les objets que je dois ressortir de mon back, c'est des objets vraiment qui servent des pages spécifiques de mon application. Donc je me suis dit, Nest.js, ça sert à rien. Je l'ai viré. Je me suis contenté de la partie back de SvelteKit qui était amplement nécessaire. J'ai pu retirer énormément de lignes de code inutiles au final de mon projet et garder les mêmes features. Donc, je vais parler un peu plus de SvelteKit, mais très brièvement, parce que vous aurez bientôt un BBL sur SvelteKit. J'ai un petit problème d'affichage. Coup dur. Hop, bon voilà. En gros, les méta-frameworks, c'est quoi? Parce qu'on en a un petit peu parlé quand je vous ai montré la liste. En gros, il y a des UI library, comme Vue, comme React, comme Svelte, qui sont là vraiment pour définir vos composants, les parties du front-end. Mais ça va pas vous donner un cadre. Ça va pas vous dire, comme par exemple Angular, ton code contrôleur, tu le mets là, ton code de service, tu le mets là-dedans, ton code pour aller chercher du back, tu le mets là, tu structures comme ça ton application. Ça, React, vous le faites pas, Vue, vous le faites pas, Svelte non plus. Vous faites comme vous voulez. Et du coup, ces méta-frameworks sont apparus assez rapidement, surtout Next qui est le plus connu, je pense,
pour justement vous apporter des features qui vous permettent de faire une application full stack juste en vous basant sur le framework. On appelle ça Meta Framework parce que les UI libraries, les gens par abus de langage ils disent framework. Je suis sur le framework React, je suis sur le framework Vue, et du coup Meta Framework parce qu'on est autour du framework. Et du coup, Meta Framework, même si chacun va apporter des choses différentes, ils ont quand même des features communes, désolé pour le franglais, qui vont apporter. Souvent, ils vont permettre de faire du rendu côté serveur ou de la génération de sites statiques. On va avoir un routeur. Bon, là, en ce moment, à la mode, c'est le file-based router. En gros, vous faites une arborescence de fichiers, c'est-à-dire votre arborescence dans le routeur. Donc, si je fais un dossier home, dedans, je mets un composant, c'est ce qui va s'afficher quand je fais /home. Si dedans, je mets un dossier qui s'appelle, je sais pas, Toto, je fais /home/Toto, je tombe dans le composant qui est dans le dossier Toto. Et ils vont vous donner tout ce qu'il faut pour aller récupérer de la donnée. Donc, automatiquement, vous allez pouvoir dire, au chargement de tel composant, chercher de la donnée à cet endroit-là. Une fois que le composant est chargé, tu peux aller chercher de la donnée comme ça, etc. On va aussi pouvoir séparer le code qui est exécuté côté serveur du code qui est exécuté côté client. Et du coup, Svelte-Kit, ce qu'il apporte en plus de tout ça, ça va être notamment, il se base sur Vite. Donc, on va pouvoir coder, vite, mais grâce à un bundler qui est super efficace et qui a un WebSocket pour faire du hot reload. En fait, quand on est développeur, c'est l'expérience développeur avec Svelte-Kit, elle est quand même assez incroyable parce que on code, tout se recharge automatiquement, c'est super rapide et ça va vite. Qu'on veuille faire une single page application, une multi-page application, du rendu côté serveur ou un site statique, Svelte-Kit vous permet de faire ce que vous voulez assez facilement en mettant quelques variables par-ci par-là. Vous pouvez même faire du hybride. Vous pouvez dire ma page de login, elle changera jamais. C'est juste une page avec un bouton login, peu importe qui est connecté, qui vient sur la page. Donc je fais un rendu statique. Par contre, j'ai une page derrière qui change, par exemple un dashboard qui change selon la personne qui est connectée. Je peux faire un premier rendu côté serveur et après faire l'hydratation pour venir le rendre interactif. Donc on a vraiment énormément de possibilités. Svelte-Kit, une de ses forces, c'est qu'il vous fournit plein d'adaptateurs. Donc en gros, vous chargez juste une variable, vous chargez tel adaptateur, par exemple l'adaptateur Vercel, et automatiquement votre application est déployable sur Vercel juste en un push sur Git. Donc c'est assez fort. Voilà. Du coup, j'irai un peu plus loin sur Svelte-Kit un jour dans un BBL Svelte-Kit, promis. Mais là, il y avait trop de choses à dire. Du coup, leçon 4, c'est de pas trop surcharger sa stack. Svelte-Kit, il couvrait la totalité du besoin que j'avais côté API. Pas nécessaire de mettre un SJS de mon côté. Voilà. Et du coup, au plus on maintient une stack simple, au moins il y a de choses à maintenir dans sa stack, au plus elle est facile à maintenir et à monter de version au fur et à mesure du temps. Et au moins on risque d'avoir des conflits entre deux technos. Je reviendrai là-dessus parce que j'ai une petite histoire avec ça. Donc je suis arrivé sur cette stack-là, Svelte-Kit, Prisma, Postgre, Node. Donc jusque-là tout allait bien, mon application était fonctionnelle. Et là, encore victime de la hype, j'ai vu un tweet passer. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre Drizzle ORM parce que tout le monde dit que c'est incroyable. J'en avais jamais entendu parler, donc je me suis dit, forcément, c'est un truc qui vient de sortir qui est cool. Et du coup, Drizzle ORM, ça parlera peut-être un peu plus au back dans la salle. C'est, comme son nom l'indique, un ORM. Donc, ça va vous permettre de mapper des objets qui sont en base avec votre code sur les opérations. Donc, ce qui m'a plu, c'est qu'à l'inverse de Prisma, c'est ultra léger. C'est super léger. Quand quand c'est minifié, il y a zéro dépendance. Et ça, moi, j'aime bien parce que quand on fait pas mal de sécu, souvent, on se retrouve à devoir monter des sous-versions de package parce qu'il y a une faille sur un sous-package d'un de nos composants. Et il n'y a pas de dépendance. Donc, juste ça monter de version s'il y a un problème. On charge juste Drizzle ORM et le driver qui va bien pour la base qu'on a besoin. Donc, vraiment, c'est un truc qui est assez léger. C'est ultra performant. Alors là, évidemment, faut pas tomber dans le piège du marketing des différentes technos. Il y a des benchmarks qui vous comparent les technos. Vous pouvez choisir la techno avec laquelle vous voulez comparer Drizzle. Évidemment, on est sur le site de Drizzle, du coup, les comparaisons sont incroyables pour Drizzle, ça marche beaucoup mieux. Donc, toujours prendre avec un grain de sel ce genre de choses, parce que déjà, les benchmarks, ils peuvent choisir les benchmarks qui leur plaisent. Ils vont pas vous montrer les benchmarks où l'autre techno est peut-être meilleur. Faut faire attention aux échelles sur les graphes, parce que parfois, vous avez l'impression qu'il y a un gap comme ça. En fait, c'est juste que l'échelle fait que ça rentre comme ça, alors qu'en fait, on est à très peu de différence. Mais dans mon expérience, c'est quand même ultra rapide. Ça ressemble fort à du SQL, je vais vous montrer juste après. Donc ça me plaît parce que moi j'ai commencé ma carrière, on faisait du MyBatis, c'est-à-dire qu'on faisait du SQL dans du XML. Alors dit comme ça a l'air pas ouf, mais en vrai c'était bien. Parce qu'il y a rien de mieux que le SQL pour query une database.
S'il y a un petit kit qui est fourni avec Drizzle qui vous permet de gérer facilement vos migrations de DB, donc les faire évoluer avec le temps, ça c'est toujours un plus. Et ça va pas vous générer plein de code à côté. C'était le cas avec Prisma. Ce qu'il m'imaginait, c'est que je suis obligé de générer un client et après interagir avec ce client. Du coup, comment ça marche Drizzle? C'est très simple. On crée un schéma avec une syntaxe en voilà, c'est du TypeScript, mais on a une syntaxe qui ressemble très fort à du SQL. Donc je dis par exemple un ID, c'est un serial, il y a un nom ID et ça prend primary key pour extraire une primary key. Je vais avoir des références. Par exemple ici, je vais pouvoir dire que j'ai un country ID qui fait référence vers tel champ dans telle table. Donc c'est assez facile à prendre en main. Enfin, si on sait faire du SQL et qu'on connaît un peu TypeScript, la syntaxe, on peut facilement se créer un schéma. Sur ce schéma, je vais pouvoir lancer une commande avec Drizzle qui va venir me créer les fichiers de migration en SQL pur et dur. Donc lui, il me crée ça. Si je fais une modification dans mon schéma, je relance la commande, bah, il va me créer le SQL pour arriver dans l'état où je suis. Donc ça, c'est du SQL. Et du coup, hop, quand je fais des queries, bah, je peux faire du SQL-like. Donc en gros, MaDB, je peux faire un select de ma table countries, je left join comme je le ferais en purement SQL, la syntaxe est très semblable, ou bah, le country ID égale 10. Donc, moi qui aime bien penser en left join, ben, j'ai beaucoup apprécié l'outil. Par contre, pour les gens qui auraient moins cet affect avec SQL, je peux comprendre, on peut aussi utiliser la Queries API. Par exemple, là, je vais retrouver tous les utilisateurs avec et remonter tous les postes de tous les utilisateurs, tout simplement. Juste point user, find menu. Et on a l'autocomplétion parce que tout est généré en TypeScript derrière. Donc j'ai trouvé ça ultra cool. Ça marche en plus avec plein de DB différentes, notamment Supabase que j'aime beaucoup utiliser, Postgre. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est leur site il est bien parce que leur doc elle est très complète. C'est le fameux framework qui, quand il est sorti de base, la doc était pas ouf. Du coup, ça n'avait pas envie. Mais maintenant, pour le coup, elle est très complète. Et rien qu'en la parcourant, je me suis dit, j'ai envie d'utiliser ça. Et surtout, les gars, ils sont en fond en mode autodérision. Sur leur page, sur leur page d'accueil, il y a plein de tweets, de vrais tweets, où les gens sont en mode, moi, je déteste Drizzle, ou alors Prisma, c'est incroyable. Donc, ils sont en mode full autodérision. Mais en vrai, quand on regarde les gens qui ont tweeté, on va voir le tweet et en fait, on voit que quelques tweets après, les gens sont en mode, ah non, en fait, Drizzle, c'est bien. Donc il y a quand même de l'engouement autour du truc, c'est juste qu'eux ils sont en mode YOLO. Et ça j'aime bien dans leur com parce que ça se voit partout. Ça compte aussi, moi je trouve. En parlant de YOLO, ben, la leçon numéro 5, c'est la gestion des risques. C'est qu'en gros, j'étais bien content parce que mon app, je l'avais bien testé, alors que c'est un projet perso, chose que j'aurais jamais fait sinon. Mais j'avais une flopée de tests end-to-end. Du coup, j'ai migré mon code de Prisma vers Drizzle. J'ai lancé mes tests, j'ai vu que tout fonctionnait, j'étais assez rassuré. Du coup, avoir des tests approfondis et potentiellement un plan de secours, bah, ça permet de se rassurer quand on change de techno. Mon plan de secours, c'était de revenir sur le type ORM, parce que Prisma, je trouvais que c'était galère. Mais ma série de tests me permet d'avancer. Et du coup, je suis arrivé ici en version 3. Et ça, c'est la stack sur laquelle j'aurais dû m'arrêter si j'avais été raisonnable. Et évidemment, c'est pas la dernière version de ma stack. Du coup, je suis passé sur Bun. Parce que Bun, c'est le truc des gens qui suivent la hype et que le logo était trop mignon. Du coup, Bun, c'est quoi? Bun, imaginez ça, c'est un méga outil all-in-one quand vous voulez faire des apps en JavaScript ou en TypeScript. Ça gère plein d'autres versions de JavaScript, mais c'est les deux principaux. Et en gros, tout ça est packagé dans un seul exécutable qui est Bun. Et Bun, ça fait quoi? Bun, avant tout, c'est un runtime. Désolé, les animations sont un peu pas dans l'ordre. C'est basé sur du JavaScript Core. Donc en gros, c'est le moteur qui fait tourner JavaScript dans WebKit. Donc plutôt côté Apple. C'est écrit en Zig, donc qui est un langage qui compile en natif, donc qui envoie quand même assez costaud. Et du coup, ça me donne des performances de fou furieux, on va dire. Et tout ça compatible avec du Node.js. Vous prenez Node.js, vous le virez, vous mettez Bun à la place, c'est censé fonctionner. Censé avec une petite étoile parce qu'il y a des trucs qui marchent pas. Mais grosso modo, si vous avez des cas assez simples, ça va bien fonctionner. Et il n'y aura pas grand chose à modifier. Bun, du coup, ça fait tout. Bun, c'est un package manager. Donc, au lieu de faire un npm ou un pnpm ou un yarn install, vous faites un Bun install et ça va beaucoup plus vite. Alors, personnellement, je fais pas des npm install toute la journée, donc c'est pas si important que ça. Par contre, dans une CI où chaque minute, bah, c'est de l'argent, bah, ça commence à devenir intéressant. Encore une fois, les benchmarks, il faut les prendre avec une pincée de sel.
Du coup, ça tabasse. Bun, c'est aussi un test runner. Donc vous pouvez lancer vos tests, ça remplace geste ou vitesse. Pareil, on va avoir des performances de feu, du fait que ça tourne avec du natif derrière. C'est aussi un bundler. Donc si vous en avez marre de SBuild ou Webpack, vous pouvez utiliser Bun, ça marche plutôt bien pour le coup. Mais Bun, c'est aussi un package runner. Donc si vous faites vous pouvez faire Bun X et lancer un script. Ça marche très bien, ça marche très vite. Il y a un serveur HTTP qui est fourni avec, qui est ultra performant. Donc, je vous ai pas remis les benchmarks à chaque fois, parce que forcément, à chaque fois, les benchmarks sont bien en faveur de Bun. Mais vous avez le serveur HTTP dedans. Une gestion des WebSockets qui craint pas trop, parce que celle de base de Node n'est pas incroyable non plus. Il y a une base SQLite qui est incluse dedans. Vous allez voir le lien juste après avec mes déboires de la semaine dernière. Ça fait plein d'autres choses aussi. Ça fait vraiment plein de choses. Il y a tout dans Bun pour faire votre application. Ça fait juste pas le café. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre Bun sur mon projet. C'est incroyable, Bun. Et là, quand on met trop de techno un peu hype, un peu trop récente ensemble, on se retrouve avec des problèmes. Et du coup, je suis tombé sur un truc qui marchait pas entre Drizzle ORM et la base SQLite de Bun. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé à peu près 3 heures avec un gars sur le Discord de Drizzle à essayer de débugger le truc. On a fini par refaire un repo pour reproduire l'erreur. J'ai ouvert mon issue, qui est encore ouverte. Et après, on a repassé 2 heures avec un gars de chez Bun pour essayer de comprendre pourquoi, débugger, faire la PR qui va bien pour essayer de fixer le problème. PR qui n'est pas encore mergé d'ailleurs. Et à se retrouver à avoir la même issue qui est ouverte côté Bun aussi. Parce qu'un gars a été retombé. Du coup, c'était pas mal. C'était une petite aventure du week-end fait la personne. Donc, faut se dire aussi, quand on est sur des technos qui sont très récentes, potentiellement, il y a des trucs qui sont pas secs, surtout si vous l'utilisez avec d'autres trucs qui sont pas secs. Mais par contre, moi, j'ai kiffé parce que c'était l'occasion, un petit peu de participer, de collaborer sur l'outil. Donc, quand mon truc sera mergé, j'espère que ça sera mergé assez vite parce que ça me bloque un peu dans mon projet. Ça me permet, moi, je serai assez content. Ça m'a permis d'aller vraiment me mettre les mains dans le code de l'outil que j'utilise aussi, chose que je fais trop rarement. Parce que c'est bien, on utilise tous des outils open source, mais pour la plupart, on l'utilise parce que c'est gratuit, et pas parce que les sources sont vertes et qu'on peut aller voir comment ça fonctionne, vraiment, ou même participer. Du coup, leçon 6, il faut savoir trouver l'équilibre entre innovation et stabilité. Là, Bun, c'était le truc de trop sur mon projet. Donc, mettre des nouvelles technos, c'est bien. Par contre, il faut quand même garder au moins une base assez stable, parce que l'appli, elle est là pour être utilisée. Il faut savoir s'arrêter quand on a trouvé un truc qui nous convient et qui est assez hype. Donc voilà. Donc moi, j'ai été trop lent, mon application n'était plus fiable à cause de ce problème-là, et niveau performance, c'était pas ouf. Pour donner un exemple, je devais remonter toutes les lignes d'une table pour récupérer le premier élément. C'était pas incroyable. Et du coup, super, on va être dans les temps. Les petits takeaways à prendre de ce petit périple que j'ai eu, c'est du coup, penser à bien analyser son besoin, limite se faire des mini ADR même si on est sur un projet perso, bien regarder la doc avant de s'attaquer à un truc, regarder des exemples de comment font les gens, préparer potentiellement à faire des changements, mais ça c'est valide tout le temps. Je pense là, il n'y a pas si longtemps, je travaillais sur un projet qui utilise du Spring Security. Quand Spring Security, la partie O2 serveur a été décommissionnée, heureusement que la majorité de notre code était isolé, on a pu rebondir et changer rapidement vers notre framework. Ne pas surcharger sa stack, ça sert à rien d'empiler des technos pour dire d'empiler des technos. Faites-le vraiment si vous en avez besoin. J'ai bossé avec quelqu'un qui m'a dit un jour, la techno c'est fait pour nous accélérer. Si tu perds ton temps sur des détails, t'es en train de faire des conneries. Pensez à la gestion des risques, mettez des tests sur vos applications, comme ça le jour où vous changez de techno, potentiellement vous pouvez garder ces tests. Et surtout, faites-vous plaisir. Parce que je pense qu'un truc important, c'est pour beaucoup d'entre nous, on a commencé l'IT en bidouillant avec des petits frameworks, des trucs qu'on a trouvés sur Internet, juste de la curiosité et cet esprit de bidouille. Ça, c'est un truc qu'on a peut-être tendance à perdre une fois qu'on est en mission, qu'on travaille, on est toujours sur les mêmes technos. Donc, moi, j'ai pris énormément de plaisir à tester toutes ces technos. Je suis un peu comme un gamin. Donc, key takeaway, c'est laissez-vous porter par la hype un petit peu, faites-vous plaisir. Et vous allez retrouver toutes mes sources qui sont là si vous aussi vous voulez tester ces technos. Et c'est tout pour moi.